Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France a présidé le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz se sont associés pour vous proposer ce podcast visant à sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Dans cet avant-dernier épisode, Laurent Petitty reçoit Florence Hermite, magistrate de liaison française aux États-Unis. Florence Hermite, bonjour. Bonjour Laurent Petitty. Vous êtes magistrate de l'ordre judiciaire et après avoir occupé des fonctions de conseillère technique justice au cabinet du Premier ministre, vous avez été nommée au poste de magistrate de liaison à Washington en janvier 2020. Alors en cette qualité, vous êtes donc l'antenne du ministère de la Justice aux États-Unis. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer les contours de votre fonction ? Le poste de magistrat de liaison, j'ai coutume de dire que c'est un poste de couteau suisse. Donc les contours sont multiples. La principale mission, et d'ailleurs c'est pour cela que les magistrats de liaison ont été créés, c'est de faciliter l'entraide en matière pénale. Et donc je dirais que c'est environ 50% de mon activité. Le deuxième volet de l'activité, et c'est un volet de plus en plus prégnant, c'est de faire du droit comparé, mais je dirais même plus droit et politique publique comparée. C'est-à-dire que quand le législateur français, mais pas seulement le législateur, quand le gouvernement français se penche sur un sujet pour envisager une réforme ou une modification des pratiques, et quand cela implique des sujets justice, le ministère de la Justice nous saisit pour faire un benchmarking, et c'est de plus en plus important dans la conduite des réformes, ce que nous disait d'ailleurs ce matin le directeur des affaires civiles et du Sceau. Et puis, aux États-Unis, il n'y a pas de conseiller juridique à l'ambassade. Or, vous savez comme moi qu'aux États-Unis, le droit est omniprésent. Et d'ailleurs, au sein de l'administration Biden, mais la précédente également, la plupart sont avocats ou ont été avocats. Donc, dans un pays où le droit est omniprésent, vous imaginez bien que le magistrat de liaison, qui est le juriste de service, pour employer une formule un peu triviale, eh bien le magistrat de liaison est fortement sollicité pour apporter une expertise juridique. Alors c'est une expertise juridique, par exemple, lorsque la France est poursuivie devant des juridictions civiles, fédérales, américaines. Je prends par exemple l'affaire France.com, ou lorsque le gouvernement français s'intéresse à des contentieux qui se développent devant les juridictions américaines. Je pense au contentieux des immunités, mais également au contentieux sur l'application de la loi Helms-Burton d'embargo sur Cuba. Et puis, ça va être évidemment le suivi de la jurisprudence de la Cour suprême, mais peut-être que nous en reparlerons parce que, évidemment, la jurisprudence de la Cour suprême est très importante en matière de création du droit américain. Alors le 23 juin dernier s'est tenue à Paris la traditionnelle réunion entre l'Union européenne et les États-Unis sur la justice et les affaires intérieures. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le format de cette rencontre ? Depuis quand se tient-elle ? Quelles sont les personnalités qui participent à cette rencontre ? Et enfin, quels en sont les enjeux ? Alors effectivement, la semaine dernière, il y a eu cette rencontre, si je puis dire, rituelle entre les États-Unis et l'Union européenne en matière de justice et affaires intérieures. Ce sont des rencontres qui se tiennent depuis le début des années 2000, en fait depuis la période au cours de laquelle a été conclu un traité d'entraide judiciaire entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc le traité avait été signé de mémoire en juin 2003, il est entré en vigueur en 2010. Et donc depuis le début des années 2000, il y a ce sommet UE-US. Le sommet UE-US, en fait, il est préparé en début de présidence par un Senior Official Meeting, c'est-à-dire une réunion des directeurs d'administration centrale. Et puis, chaque présidence s'achève par une réunion ministérielle. Et c'est cette réunion ministérielle qui a eu lieu la semaine dernière. L'avocat général Merrick Garland est venu à Paris, ainsi que Monsieur Mayorkas, qui est du Department of Homeland Security. Et puis en face, il y avait la présidence française, donc le garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, la Commission européenne était présente et le Conseil de l'Union européenne était également présent.
Évidemment, la réunion préparatoire qui se tient 3 mois avant, eh bien, ce sont les directeurs généralement des affaires criminelles et des grâces ou l'équivalent côté États-Unis et côté ministère de l'Intérieur, les directeurs selon les sujets du moment. Les enjeux de cette réunion, d'abord, comme tout sommet, c'est de donner une impulsion politique à la relation entre l'Union européenne et les États-Unis, à la relation transatlantique en matière de justice et d'affaires intérieures. On sait que les ministres vont se voir, donc il faut donner du contenu et donc ça donne de l'impulsion. Et les ministres vont acter des domaines de coopération et donc derrière, eh bien il va falloir dérouler. Et puis donc il y a 2 types de sujets qui sont abordés, les sujets plus structurels, par exemple je dirais l'extradition, la question de la peine de mort en matière d'extradition, et puis toujours un volet conjoncturel. Et pour vous donner un exemple, évidemment, à la dernière réunion, l'Ukraine tenait une bonne place dans l'ordre du jour, ce qui n'avait pas été anticipé lorsque la France a pris la présidence, mais évidemment, l'actualité s'est invitée au rendez-vous transatlantique. La coopération transatlantique dans le domaine de la justice se décline autour de plusieurs grands axes. Alors, comment a évolué ces dernières années la coopération avec les États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme ? Alors en termes de calendrier, vous aurez remarqué que la relation transatlantique en matière de justice affaires intérieures date du début des années 2000 et coïncide avec le 11 septembre, enfin les suites du 11 septembre, de l'attentat du 11 septembre 2001. Donc clairement, le terrorisme a toujours, depuis le début, occupé une place très importante et était peut-être d'ailleurs à l'origine la raison d'être de cette relation transatlantique en matière de justice. Le terrorisme occupe toujours une bonne place dans cette relation, puisque la menace terroriste n'a pas disparu et les coopérations ont évolué. Récemment, le dialogue transatlantique sur ce sujet portait beaucoup sur l'échange de preuves de guerre, de preuves recueillies sur les champs de bataille, pour vous donner un exemple. Mais la menace terroriste a évolué et notamment... sans doute on s'en est aperçu, ou en tout cas elle a évolué plus tôt, ou on s'en est aperçu plus tôt aux États-Unis, avec la question du terrorisme intérieur, domestic terrorism, qui pour les Américains est aujourd'hui très prégnante. Il s'agit du terrorisme lié à l'extrémisme idéologique, mais pas forcément djihadiste, suprémacisme blanc, ou même ils parlent les Américains de terrorisme anti-avortement. Et ces derniers mois, l'Europe a aussi pris conscience de cette menace et donc les échanges évoluent petit à petit, des échanges se mettent en place aussi sur ces sujets parce que les réseaux extrémistes aussi dépassent les frontières. Alors après le terrorisme, la haine en ligne, comment se concilie la lutte contre la haine en ligne avec le premier amendement sur la liberté d'expression ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier amendement, et ça je m'en suis rendu compte depuis 2 ans que je suis aux États-Unis, le premier amendement a une portée extraterritoriale. Pourquoi le premier amendement a une portée extraterritoriale ? Eh bien parce que les fournisseurs de services Internet, pour la plupart, en tout cas ceux qu'utilisent notamment nos délinquants, sont sur le territoire américain. Et donc, en matière de haine en ligne, qui sont des infractions, c'est la loi de 1881, ou d'autres infractions du code pénal, il est fréquent que nos collègues, juges d'instruction ou procureurs, en France mais aussi ailleurs en Europe, émettent des demandes d'entraide pénale internationale pour identifier qui a déversé un tissu d'injures, par exemple envers la jeune Mila. Et donc ces demandes partent vers les États-Unis, puisque les principaux FSI, fournisseurs de services Internet, sont là-bas. Et là, les Américains vont vous répondre, ben non, chez nous, on a le droit de détester quelqu'un, et on a le droit de lui dire qu'on le déteste. On a le droit de l'injurier, etc. Et bien finalement, sans l'aide des Américains, on ne peut pas identifier qui est derrière le message d'insulte. Sachant que les fournisseurs de services Internet, sur réquisition policière, refusent aussi de donner cette information, parce qu'ils disent, bah, nous, on respecte le premier amendement. Dans l'Union européenne, en France aussi, en France en particulier et dans l'Union européenne en général, où on veut mener une politique et aussi une politique pénale de lutte contre la haine en ligne, on ne peut pas se satisfaire de cette fin de non-recevoir. Et de leur côté, les Américains qui étaient assez indifférents à nos émois jusqu'il y a quelque temps, ont eu une prise de conscience avec l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 sur le fait que finalement la haine en ligne génère de la vraie violence. Cet épisode, cet alignement des astres, nous a permis de mettre en place un groupe de travail franco-américain pour que les Américains nous expliquent
les arcanes de leur législation, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus aux États-Unis, et pour que nous, Français, apprenions à naviguer dans les méandres du droit américain, et notamment ce qui est poursuivable, ce qui ne l'est pas, et du coup, comment orienter nos demandes d'entraide, sur quelles qualifications les orienter pour pouvoir obtenir ce que l'on veut en termes de données électroniques. Et c'est un sujet finalement qui est monté au niveau européen, et donc l'expérience finalement de ce groupe de travail va vraisemblablement être étendue au niveau à l'échange États-Unis-Union européenne. Les demandes d'accès aux preuves électroniques représentent un important contingent de l'entraide transatlantique. En quoi sont-elles rendues plus complexes du fait du cadre américain ? Vous avez raison, Laurent, de dire que c'est un pan très très important de l'entraide transatlantique. Pour vous donner une idée, la France adresse 100 à 110 demandes par an aux États-Unis. Bon, pour vous donner une idée de volume, c'est rendu très compliqué parce que on a parlé du premier amendement et maintenant je vais vous parler du 4e amendement. Le 4e amendement, c'est la probable cause, c'est-à-dire que c'est le standard de preuve à atteindre pour pouvoir obtenir d'un juge américain un mandat de perquisition numérique. Et la probable cause, ça veut dire que le procureur ou le juge d'instruction qui souhaite accéder à des données de connexion ou des données de contenu doit établir qu'une personne raisonnable aurait des raisons raisonnables de penser que la personne visée par la perquisition numérique a commis l'infraction, mais il faut aussi justifier de ce qu'on espère trouver dans le compte qu'on va perquisitionner et justifier de la nécessité, de la proportionnalité de la demande. Et en fait, c'est assez éloigné du logiciel français où on fait des réquisitions et puis après on voit ce qui nous intéresse. Et donc c'est ça qui rend très difficile l'accès à la preuve électronique. Évidemment, l'un des gros enjeux de la relation transatlantique, c'est de faire en sorte que ça aille plus vite. On a quelques espoirs, d'une part parce que un protocole additionnel à la Convention de Budapest qui régit l'accès à la preuve électronique a été signé il y a quelques mois. Et les Américains, c'est une convention qui est ouverte aux États tiers. Les Américains sont partis à cette convention. L'autre espoir, c'est que maintenant que la négociation e-evidence au niveau de l'Union européenne va probablement toucher à sa fin, qu'on va parvenir à un accord, eh bien on va pouvoir reprendre la négociation UE-US sur un accord sur l'accès aux données électroniques. Parmi les nouveaux champs de la coopération euro-américaine face aux menaces actuelles, on relève donc la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité environnementale. Pourriez-vous nous en expliquer les enjeux ? Alors la cybercriminalité, en effet, en termes de volume et puis en termes qualitatifs aussi, c'est maintenant un énorme volet de la coopération transatlantique. C'est une criminalité par essence transnationale. Et alors il se passe des choses en bilatéral entre chaque État membre et les États-Unis, mais les États-Unis sont aussi présents à Eurojust où il y a d'importantes coopérations. C'est un domaine où, évidemment, il faut se parler pour l'échange de preuves, mais il faut aussi se parler pour s'expliquer quelles sont nos cibles respectives et puis se les répartir informellement. C'est souvent une chose que les Américains souhaitent faire. La criminalité environnementale, effectivement, c'est un sujet qui est arrivé assez récemment sur la table des discussions entre les États-Unis et l'Union européenne. Et là encore, c'est les Américains qui ont voulu le mettre à la dernière réunion ministérielle. Il va falloir maintenant qu'on planche sur les axes de coopération. Il y en a, c'est sûr, en termes de coopération technique, d'expérience de part et d'autre de l'Atlantique, de comment on traite les affaires de criminalité environnementale. Peut-être que dans 10 ans, ce sera la priorité numéro 1 de ces discussions ministérielles. En tout cas, l'impulsion a été donnée à cette réunion de la semaine dernière. Alors, dans le contexte de la guerre en Ukraine, comment les autorités américaines et européennes coopèrent-elles ? Que ce soit dans la mise en œuvre des sanctions contre la Russie ou de la collecte des preuves de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ? Alors, dès fin février 2022, une initiative a été portée par l'Union européenne, les États-Unis et individuellement les États du G7 au travers d'une déclaration commune pour acter le fait qu'on allait coopérer en matière de suivi des sanctions et de gel des avoirs. Opérationnellement, ça s'est très vite décliné par le lancement d'une task force
REPO. Alors REPO pour Russian Elites, Proxies on Oligarchs. Et très concrètement, ce sont les Américains qui ont mis en place un groupe de travail transatlantique qui réunit au sein des États membres les principaux acteurs, et notamment chez nous la direction des affaires criminelles et des grâces. Et ils échangent très régulièrement, peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, des informations sur leurs procédures, leurs difficultés, les difficultés en cours. Donc clairement, il y a une coopération ultra renforcée qui s'est mise en place sur ces sujets et ultra priorisée. Les Américains nous ont adressé une demande d'entraide qu'on a exécutée en 1 semaine. Sur le volet recueil de preuves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, il y a évidemment aussi un alignement des intentions, une coopération bilatérale franco-américaine déjà mise en place, une coopération au sein d'Eurojust, avec la difficulté que vous connaissez, qui est que les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome, et donc ils ne peuvent pas coopérer directement avec la Cour pénale internationale, ils ne peuvent pas la financer, c'est légalement pas possible pour eux de financer la Cour pénale internationale, mais les choses vont se passer en bilatéral ou avec Eurojust. Donc il y a clairement un alignement des intentions. Alors sur la question de la peine de mort, quel rôle l'ambassadeur français a-t-il joué durant la PFUE ? Alors l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, a toujours été très mobilisé sur la question de la peine de mort. Au moment de l'anniversaire des 40 ans de l'abolition, nous avons fait un événement à l'ambassade de France au cours duquel est intervenu en virtuel Robert Badinter, qui a d'ailleurs adressé un message très très fort aux États-Unis sur la peine de mort. Et dans le cadre de la PFUE, l'ambassadeur a tenu à porter ce sujet conjointement avec l'ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis. Et concrètement, ça s'est traduit par des démarches en fait auprès des gouverneurs ou des législateurs étatiques, puisque aujourd'hui la peine de mort est mise en œuvre essentiellement au niveau des États. L'idée aussi pour l'ambassadeur étant que on a aujourd'hui le premier président des États-Unis à avoir fait campagne, à avoir dans son programme de campagne la fin de la peine de mort. Alors aujourd'hui, la situation au Congrès ne lui permet pas d'abolir la peine de mort, mais voilà, l'ambassadeur porte ce sujet très fortement. Dernière question, le débat sur l'avortement est revenu sur le devant de la scène internationale à la suite de la dernière décision de la Cour suprême des États-Unis. Selon vous, était-elle prévisible ? Si oui, pourquoi ? Et enfin, quelles perspectives juridiques et ou judiciaires s'annoncent aux États-Unis ? Alors prévisible, oui, cette décision l'était. Elle l'était du fait de la composition de la Cour, puisque vous savez que depuis la nomination de Amy Barrett en octobre 2020, la Cour est composée de 6 juges d'obédience conservatrice face à 3 juges progressistes, dans le langage américain on dit libéraux, et du reste, c'était pas un objectif qui était secret. Pendant sa campagne, Donald Trump avait clairement indiqué qu'il souhaitait nommer plus de juges pour renverser Roe v. Wade. Donc c'était un objectif tout à fait affiché. Prévisible aussi parce que la Cour suprême sélectionne les affaires qu'elle va examiner. Elle n'en examine qu'environ 70 par an. Et donc en sélectionnant cette affaire, en acceptant d'examiner la constitution de la loi du Mississippi qui interdit l'avortement après 15 semaines, la Cour suprême envoyait déjà un signal sur peut-être la fragilité, ou ce qu'elle considérait être la fragilité de la jurisprudence Roe v. Wade. Et puis évidemment prévisible parce que il y a eu le 2 mai de mémoire une fuite du projet de décision de Samuel Alito. Alors les perspectives d'abord, je crois qu'on peut dire, sans se tromper, qu'il y a une crise aujourd'hui institutionnelle, une crise au sein de la Cour. Aujourd'hui, 25% des Américains font confiance à la Cour suprême contre 40% en 2020. Je pense qu'en si peu de temps, c'est assez significatif. Perspective juridique, à vrai dire au niveau fédéral, les démocrates à la Chambre ont déposé tout de suite un projet de loi pour légaliser la jurisprudence Roe v. Wade, mais il n'a aucune chance de passer en l'état des forces, si je puis dire, puisque pour que ça passe au Sénat, il faudrait qu'il y ait 60 sénateurs qui votent en faveur de ce projet, ce qui est totalement illusoire. Et donc la perspective, elle n'est pas très réjouissante, en tout cas aux yeux de l'européenne que je suis. C'est une perspective
perspective d'États désunis en fait, avec chaque État qui va adapter sa propre législation. Alors on a déjà des États qui ont déclenché ce qu'on a appelé des trigger laws, c'est-à-dire des lois qui étaient toutes prêtes à entrer en vigueur quand sortirait l'arrêt Dobbs. On a des États au contraire qui vont légaliser le droit à l'avortement. Enfin voilà, donc il va y avoir un patchwork probablement très compliqué à articuler avec évidemment la question des voyages interétatiques pour aller avorter. Florence Hermite, encore un grand merci pour nous avoir expliqué la situation américaine qui, on le voit bien, est de plus en plus compliquée. Merci Laurent Petiti. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.